Voilà. Bonjour à tous. À quelques semaines des élections législatives qui vont avoir lieu en Birmanie, l'association Info Birmanie vous propose un échange avec deux invités sur ce contexte préélectoral, la situation du pays. Je commence par présenter nos invités. Donc aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Pajot, journaliste indépendant. Vous collaborez notamment avec la revue 21, Paris Match, Le Monde diplomatique. Vous avez effectué plusieurs voyages en Birmanie, mais aussi au Bangladesh dans les camps de réfugiés Rohingyas, et publié plusieurs reportages sur leur situation et sur la situation en Birmanie. Donc, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Olivier Guillard. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, chercheur à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'Asie, titulaire par ailleurs d'un doctorat en droit international public et auteur à Asialist. Vous avez régulièrement et vous publiez régulièrement des articles sur la situation en Birmanie. Merci d'être là aussi aujourd'hui avec nous. Pour introduire le sujet auprès des auditeurs, juste quelques éléments de contexte. La Birmanie a entamé une transition politique à partir de 2011, après des décennies de dictature militaire. En 2015, la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, a remporté les élections législatives. Ce fut un véritable raz-de-marée électoral fondé sur des promesses de paix, de démocratie fédérale et d'amélioration des conditions de vie des populations. Et cette année, donc en 2020, les Birmans sont appelés à se rendre aux urnes, de nouveau donc pour des élections législatives. Il s'agit pour eux en fait de voter pour les représentants du Parlement de l'Union, composé de deux chambres, la chambre haute, la chambre basse, mais aussi de voter pour des représentants au niveau des parlements des 7 États ethniques du pays et des 7 régions que compte la Birmanie. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un premier thème qui portera sur le bilan du gouvernement de la LND et du contexte politique actuel. Évidemment, vous avez, je pense, tous en tête la crise Rohingya, la médiatisation des violations des droits de l'homme commises par l'armée en Birmanie et qui continuent en toute impunité, mais aussi un climat de restriction de l'espace démocratique avec des atteintes à la liberté d'expression et la répression de militants pacifistes pour la paix. Le contexte électoral actuel suscite de nombreuses préoccupations de la part de la société civile, mais aussi du représentant spécial de l'ONU sur la Birmanie. Et nous allons rentrer plus en détail sur tous ces éléments lors du débat. Mais pour commencer, une première question à votre intention, Guillaume Pajot. Que pouvez-vous nous dire du bilan du gouvernement de la LND et de la situation dans laquelle ce scrutin va se dérouler par rapport au contexte de 2015? Merci Sophie. On est dans une configuration qui est totalement différente par rapport au scrutin de 2015. Euh, pour Aung San Suu Kyi et la LND, ça va être une tentative de réélection après avoir obtenu en 2015 une très grande majorité. Le premier élément de contexte sur cette nouvelle élection, je pense que c'est le coronavirus qui effectivement chamboule complètement notre façon d'appréhender les élections. On l'a vu aussi en France et dans d'autres pays. Le deuxième élément de contexte, c'est la guerre dans l'Arakan, entre l'Arakan Army et l'armée birmane. Je pense qu'on va en reparler. C'est aussi un facteur qui va peser lourd sur ces élections et qui, en 2015, même si l'Arakan Army était déjà existante, le conflit était loin d'être aussi intense. En termes de campagne, ça change énormément les choses. J'étais en 2015 en Birmanie pour couvrir les élections. On avait une campagne qui était très impressionnante, avec beaucoup d'attentes, d'énormes meetings. Euh, on sentait une ferveur populaire qui a été complètement anesthésiée aujourd'hui par le virus. Tous les meetings sont interdits, la campagne est réduite au strict minimum. On se demande même si les électeurs vont pouvoir obtenir les informations dont ils ont besoin pour voter pour les candidats
qui pourraient défendre leurs intérêts. Donc c'est vraiment quelque chose de très très différent et on se demande même si on pourra couvrir correctement les élections euh, cette fois-ci. Donc il y a vraiment un contexte qui est complètement différent. Et pour revenir sur la première partie de votre question, le bilan d'Aung San Suu Kyi et de son gouvernement, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que on a l'impression d'avoir assisté à 5 ans en termes de politique intérieure birmane, de rodage qui ont été annoncés en 2015 comme étant les grands chantiers. Il n'y a eu de progrès significatif. Que ce soit sur la paix, on peut même dire que la situation a empiré, si on prend la situation de l'Arakan, et les chantiers que sont la propriété terrienne, les relations avec les minorités ethniques, l'inclusion des minorités ethniques dans les différentes instances politiques. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée significative. Et même sur l'économie, qui je pense était un chantier, en tout cas au niveau international, sur lequel Aung San Suu Kyi était attendue, on n'a pas noté de progrès significatif et la crise actuelle du coronavirus est même en train de faire plonger une partie des Birmans dans une pauvreté encore plus grande, notamment tous les travailleurs saisonniers, travailleurs journaliers, qui n'arrivent plus à accéder à leurs emplois habituels. Voilà. Donc une situation vraiment compliquée, tendue, avec une campagne complètement Oui, alors effectivement, comme vous l'avez mentionné, le contexte de la crise sanitaire impacte fortement la campagne. Certaines associations de la société civile birmane vont jusqu'à dire d'ailleurs que les autorités instrumentalisent cette crise sanitaire à des fins de répression des voix critiques. C'est quelque chose qu'on voit aussi se développer à l'approche des élections, puisque par exemple les journalistes eux-mêmes ne sont pas considérés comme ayant des métiers essentiels, donc ne peuvent pas se déplacer d'une région à une autre pour couvrir la campagne, et la campagne est très limitée. Pour ce qui est du bilan, enfin, vous l'avez mentionné, ce bilan critique du gouvernement LND, il est évoqué par de nombreux observateurs, des acteurs de la société civile, et c'est une donnée assez objective. Mais quoi qu'il en soit, une autre donnée objective, c'est que par rapport aux forces politiques en présence, on reste quand même du coup sur des alternatives assez limitées sur le plan politique, puisque d'un côté, il y a toujours l'armée qui conserve un rôle important dans le cadre de la Constitution de 2008, et de l'autre, la LND, qui garde un soutien important au sein de la majorité bamar de la population, qui représente 70% de la population. Et on l'évoquait tout à l'heure avant de commencer ce débat avec Olivier Guillard, donc une étude de PASS, qui est une organisation de la société civile qui suit les élections et qui a mené un certain nombre d'entretiens à travers le pays, et qui montre qu'il y a encore un degré important de confiance pour la LND, et une intention de vote assez importante en faveur de ce parti. Mais justement, pour revenir sur cette donnée fondamentale, peut-être pour comprendre aussi la situation politique dans le pays, Olivier Guillard, que pouvez-vous nous dire en fait du rapport de force entre l'armée et la LND actuellement, après 5 ans d'exercice du pouvoir de la LND? Quel est le rapport de force? Est-ce qu'il y a des évolutions, des continuités? Comment voyez-vous ce rapport entre les deux grandes figures politiques de la Birmanie finalement? Alors, ce que l'on peut certainement dire pour donner un peu d'éclairage simple pour nos auditeurs, c'est que nous sommes dans un contexte où il y a deux acteurs à la confiance extrêmement, entre lesquels la confiance est extrêmement ténue pour dire le moins, qui se regardent en chien de faïence la plupart du temps en évitant de commettre quelques préjudices ou quelques défis qui corrompraient encore davantage cette relation difficile. On est dans une situation où il y a donc un acteur fort et un acteur moins fort. L'acteur fort, ce n'est pas celui qui a remporté le scrutin de 2015, mais bien au contraire, cette demeure l'institution régalienne militaire, donc la Tatmadaw, l'organisation des guillemets volontaires de la scène politique, en laissant le champ à ce qu'ils ont appelé donc un processus de transition démocratique qui est engagé maintenant depuis une petite douzaine d'années, a laissé le champ à l'espace politique aux mains d'un gouvernement civil démocratiquement élu, ce à quoi aspirait légitimement et depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, la population birmane,
Et en définitive, lorsque l'on voit un petit peu la situation dans laquelle se trouve 5 ans après ce scrutin de 2015, qui lui-même avait été précédé par un autre scrutin, mais auquel les forces démocratiques n'avaient pas participé, eh bien on voit qu'en définitive, ce rapport de force entre l'institution militaire, toute puissante, mais en retrait de la scène, des premiers plans de la scène, et donc le gouvernement civil démocratiquement élu aux mains de l'emblématique Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, eh bien, nous sommes dans un rapport du fort au faible. Le fort demeure l'armée, qui continue à imprimer sur l'ensemble des dossiers régionaux et probablement internationaux, donc une limite gauche, une limite droite claire au gouvernement, en disant ceci, vous n'y toucherez guère, ceci, nous vous avisons de ne pas aller trop loin, en ce sens que certaines de vos décisions pourraient être contraires à nos intérêts, et il est hors de question pour vous de les corrompre, et en tous les cas d'y toucher. Et si d'aventure vous aviez l'idée d'aller un petit peu au-delà de cette feuille de route comprise, eh bien sachez que nous avons quantité de leviers à notre disposition. Vous n'avez, rappelez-vous que la scène politique est composée d'une manière telle que nous conservons une minorité de blocage au Parlement, que nous les militaires, nous nommons le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major des armées n'est redevable d'aucun compte à rendre au gouvernement civil ou au Parlement, et j'en passe et des meilleurs. Là, c'est pour ce qui est encore à peu près politiquement correct. Donc, les rapports ne sont pas bons. Je pense que depuis 5 ans, Madame Aung San Suu Kyi s'est laissée malheureusement entre guillemets, beaucoup d'interlocuteurs lui avaient dit que cette cohabitation ne serait pas simple et que les dividendes, c'était une entreprise qu'il fallait de toute façon évidemment mener à bien et expérimenter, mais cette cohabitation ne serait certainement plus dans la frustration que dans la satisfaction. Et aujourd'hui, et une fois encore, lorsque la communauté internationale ou les Birmans se tournent avec un certain courroux ou déception en direction donc, du gouvernement élu en disant oui, mais madame ou cher gouvernement LND, quantité de choses qui faisaient partie de votre agenda n'ont pas pu être développées. Une bonne partie entre autres choses, en plus de l'inexpérience capacité de blocage institutionnel, une capacité de blocage économique, une capacité de blocage et d'action ou d'interaction dans tout ce qui est sécuritaire ou maintien de l'ordre ou état de droit, faisant que eh bien, ces rapports aujourd'hui demeurent, entre guillemets, passables. Entre le chef d'état-major des armées et la dame, les relations sont pour le moins extrêmement fraîches. Elles se sont certainement crispées davantage encore depuis certainement plus dans une situation de confort dans cette relation si l'on est dans le siège, dans le quartier général de l'armée, que lorsque l'on est dans le siège de la Ligue nationale pour la démocratie. C'est une donnée que l'on perçoit relativement mal depuis l'extérieur, mais ce fonctionnement, en définitive, ce n'est pas un binôme, ce sont deux acteurs qui cohabitent dans de points que nous évoquons certainement partiellement aujourd'hui, avait besoin d'intégrer la Birmanie dans une trame politique différente, en ouvrant ce qu'elle appelait elle-même une transition démocratique pacifique cadencée, et les forces démocratiques qui aspiraient à venir au pouvoir, peut-être pas en plein exercice dès la première étape, avaient besoin de se rapprocher de l'armée pour essayer justement de se faire une place et d'essayer transition démocratique acceptée par les militaires pouvait, selon un calendrier relativement raisonnable, peut-être accoucher de certains bénéfices pour la population birmane, pour la Birmanie au sens large. On n'est certainement pas du tout là où où les responsables de la LND et la population pensaient se trouver en 2020, 10 ans après. Quantité de frustration, probablement davantage du côté de la LND que des militaires, et probablement davantage du côté de la population et des électeurs que des hommes en uniforme. Oui, effectivement, parce que comme vous le mentionnez, par rapport à ce compromis qui serait fait avec l'armée, compte tenu de ces rapports de force et qui sont très présents,
et qui ne sont pas visibles forcément, mais on est aussi dans un débat du coup qui traverse les observateurs, les acteurs de la société civile, de dire voilà, c'est un compromis ou est-ce une compromission, enfin, sur certains positionnements. Donc ça, là, le débat est ouvert, mais c'est une question bien ouverte. Et justement, enfin, du fait que ces deux acteurs restent les acteurs majeurs en vue de ces élections, en 2015, bon, c'était clairement sortir de la dictature, enfin de l'époque de la junte militaire et des militaires au pouvoir, et donc voter pour la LND, pour la démocratie. En 2020, la LND reste très populaire, notamment, enfin en particulier au sein de la majorité bamar de la population. Mais on a, comme en 2015, plus de 90 partis politiques et des déçus quand même de la LND, donc des nouveaux partis qui se sont récemment créés et qui veulent présenter une alternative. Mais évidemment, ces partis sont nouveaux, donc ils n'ont pas encore une assise très très forte. Mais peut-être, Olivier Guillard, si vous pouvez développer sur ce point par rapport à ces nouvelles forces politiques. Je pense notamment à l'UBP, l'Union Betterment Party de l'ex-général Schweman, et le People's Party de Kokoji, qui est un ancien leader du mouvement pro-démocratie qui a été sévèrement réprimé donc en 1988. Ces partis se veulent une alternative, il y en a d'autres. Que représentent-ils aujourd'hui sur la scène politique birmane et au vu de ces échéances électorales? Est-ce qu'il y a des velléités en fait d'alternatives? Comment ça se passe? Alors, donc, nous n'avons évidemment pas la certitude sur ce que le verdict des urnes apportera à chacun. Ce que l'on a coutume de penser, donc à Rangoon, dans l'État Kachin, dans l'État Mon, etc., enfin au niveau national, on a tendance à penser que ces élections devraient, hormis si nous sommes dans une configuration de tsunami épidémiologique qui se répandrait aussi sur la Birmanie, et même si la diffusion du virus aujourd'hui sont à un horizon de semaines très court, elles devraient avoir lieu. Si elles ont lieu, on a coutume de penser, sauf une fois encore événement non prévu ou facteur X qui pourrait intervenir, certainement. Donc, on pense plutôt à quelque chose que pourrait faire l'armée si tant est qu'elle ait trouvé des raisons de se tourmenter davantage avant ce scrutin. Bref, ces élections donc auront lieu. Si elles ont lieu, il est fort probable que la Ligue nationale pour la démocratie apparaisse comme en 2015, comme le grand gagnant d'un point de vue numérique, d'un point de vue vote comptabilisé. Ce que l'on estime, c'est cependant que tout en étant aussi vainqueur ou en réussite face à ce scrutin, elle devrait probablement obtenir une légère contraction du nombre des votes par rapport au scrutin de 2015, et que ces votes qui seraient, entre guillemets, non pas perdus, mais peut-être redirigés, redistribués vers d'autres forces, vers des partis ethniques notamment, donc la population, le tiers de la population birmane étant ventilé sur une centaine et plus de groupes ethniques, dont beaucoup ont évoqué quelques frustrations ou quelques mécontentements dans le premier quinquennat de pouvoir de la LND, les forces ethniques donc, devraient certainement capitaliser sur une partie de ce mécontentement, de cette frustration. Ce sont les populations ethniques qui vont voter davantage pour les partis ethniques, peut-être un tout petit peu moins en direction de la LND, mais d'une manière conséquente quand même. Donc ces forces ethniques et les nouveaux acteurs que vous évoquiez à l'instant, donc, devraient obtenir quelques, si je puis dire, parts de marché de l'électorat birman, mais certainement pas d'une manière aussi pour le parti de l'ancien du mystérieux Schweman, donc qui a la capacité à s'adapter à tous ces environnements, qu'ils soient militaires, politiques, parlementaires, affaires, on en passe et des meilleurs. Peut lui, légitimement, avec sa formation, capitaliser sur plusieurs sphères à la fois, mais sa crédibilité intérieure et extérieure est en fait relativement fluide, si je puis dire, donc dans un sens un peu négatif. Et les autres mouvements nouveaux ou renouveau en format 2.0 des ambitions politiques, donc le parti de Kokoji, normalement, devrait lui aussi récupérer une partie, non pas de ce mécontentement, parce que mécontentement, le mot peut être un petit peu fort, mais de cette déception dans l'exercice du pouvoir et dans les fruits donc, d'un quinquennat de gestion des affaires nationales. On pense que ces partis vont prendre quelques points ou quelques pourcentages à l'LND,
apparaître comme des faiseurs de roi dans une équation politique qui, quoi qu'il en soit, quel que soit le verdict des urnes, sera extrêmement compliqué, on y reviendra, j'imagine, un peu plus tard, du fait de cette constitution de 2008 qui ne donne pas forcément le gouvernement ou le droit de mener les affaires nationales pour le vainqueur. Il y aura certainement donc des arbitrages comptables entre les minorités de blocage des militaires, la façon dont on nomme les candidats à la vice-présidence avant d'être nommé président. Enfin, tout cela est assez complexe, mais la LND va remporter probablement les élections, si elles ont bien lieu. Les partis ethniques vont prendre un peu de points en proportion et au rapport par rapport au scrutin précédent de 2015. Les autres partis ethniques donc, vont entre guillemets, se ventiler, se répartir entre eux, si je puis dire, ce gain. Mais il y a également beaucoup de partis ethniques qui ont des relations fortes avec la junte militaire, les juntes militaires, avec les partis pro-militaires. Donc tout ceci va être assez complexe. Une fois encore, ce que l'on a coutume de penser à cet instant-ci, en ce 20 octobre 2020, à Rangoon et ailleurs dans le pays, c'est que la LND va remporter ces élections, mais ne sera pas forcément en capacité de gérer de la même manière, si les événements se déroulent selon une trame à peu près possible, de la même manière qu'elles l'ont été lors de ce premier quinquennat, pour des raisons de nécessité d'adaptation du contexte constitutionnel du moment. Oui, en effet, et comme vous le dites, enfin, c'est vrai que ce qui ressort depuis maintenant près d'un an, enfin, c'est quand même que la LND va vers ces élections dans l'idée de remporter le scrutin, et que ce sentiment, enfin, est renforcé par la crise sanitaire actuelle, puisque comme vous le mentionnez aussi, Guillaume Pajot, les restrictions sanitaires entravent les campagnes, et donc de fait, elles impactent plus les petits partis que les grandes machines politiques en place. Et donc la LND finalement peut tirer profit de la crise sanitaire actuelle lors des élections, si elles sont maintenues donc le 8 novembre. Pour ce qui est du déroulement et du contexte de la campagne, enfin, on évoque souvent le rôle problématique de la commission électorale de l'Union et son manque d'indépendance, parce que de fait, son président est élu par le président du pays, et donc la commission électorale est associée à la LND, bon, à tort ou à raison, mais c'est le système institutionnel qui veut ça. Pour abonder dans ce sens, en fait, récemment, on a vu que la commission électorale a censuré un discours de campagne du People's Party de Kokoji, et donc un élément de campagne, de discours qui portait sur un programme, donc pas du tout quelque chose qui pouvait relever d'une restriction à la liberté d'expression, et donc avant d'être diffusé sur un média d'État. Donc ça a été vraiment un cas de censure. Et tout récemment, la commission électorale a décidé de dissoudre un parti politique qui s'appelle l'UDP, United Democratic Party, à la suite d'irrégularités de financement. Et donc ça intervient juste à quelques semaines de l'élection, sachant que ce parti a la particularité en fait de disposer quasiment d'autant de candidats en lice que la LND, donc potentiellement représente une force politique. Et donc, qu'est-ce que cela nous dit du contexte de cette campagne qui fait l'objet de contestations déjà sur l'indépendance, sur la transparence? Est-ce que c'est différent par rapport à 2015? Est-ce il y a des similitudes aussi, mais voilà, qu'en est-il? Olivier Guillard, Guillaume, oui. pardon, Ou Guillaume, oui, comme vous. Non, moi je dirais juste par rapport à 2015, au fonctionnement de la commission électorale déjà, qui était déjà contestée. Donc ces inquiétudes sur la façon dont est nommée la commission électorale, elles restent en 2020. Et on peut critiquer fortement la façon dont travaille cette commission électorale. Il est vrai aussi que les partis ont tendance à s'engouffrer dans chacune des décisions de la commission électorale pour la tourner à leur avantage ou à leur désavantage. Donc on verra peut-être un peu plus tard comment certaines décisions... l'annulation des élections dans certains cantons peut jouer en faveur de certains partis ou en défaveur d'autres. Voilà. Mais cette commission électorale est effectivement un élément qui, à chaque décision, vient un peu semer la zizanie, entre guillemets, dans le déroulement de la campagne. Mmh.
Oui, en effet, puisque la LND n'a pas pu mener à bien la réforme de la loi électorale qui aurait permis de rendre cette institution, totalement indépendante, mais ce sera peut-être un chantier, pour le prochain mandat. On va en venir justement alors au deuxième thème de ce débat, la situation des minorités, ethniques, le contexte de guerre dans une partie, considérable du pays. Donc pour les auditeurs, la Birmanie est composée de 30 de sa population issue de minorités ethniques. Ces minorités ethniques sont, persécutées depuis des décennies, victimes de violations massives des droits humains de la part de l'armée en toute impunité. Et il y avait effectivement une attente très forte des minorités ethniques en votant LND en 2015, que la LND puisse, parvenir à avancer, dans les perspectives de paix, mettre un terme au conflit. Comme vous le disiez, Guillaume Pajot, c'est le contraire qui s'est produit, puisque avec évidemment, bon, il y a eu la crise Rohingya, l'exode de plus de 700 000 Rohingyas en 2017 dans le cadre des opérations de nettoyage ethnique menées par l'armée, et puis dans l'État d'Arakan, encore à partir de novembre 2018, donc les combats qui ont opposé l'armée de l'Arakan, l'AA, qui est une organisation ethnique armée qui a des revendications d'autonomie, mais aussi de reconnaissance des droits de la minorité rakhine du pays, du pays de l'Arakan, c'est un lapsus, mais enfin de l'État d'Arakan, qui, comme d'autres minorités, sont victimes de persécutions. Ça, c'est vraiment une constante dans le pays. Donc, à l'approche des élections, enfin là, on vient d'apprendre tout récemment, donc la commission électorale a publié la liste des cantons dans lesquels l'élection était annulée pour des motifs de sécurité. Et sur cette liste, on voit donc que ce sont plus de 50% des cantons de l'État d'Arakan qui sont concernés. Donc, dans cet État en proie à des combats très actif entre l'AA et l'armée, les élections n'auront pas lieu. Et du coup, les réactions de certains observateurs, immédiatement, ça a été de dire que du coup, que le fait que les élections n'aient pas lieu sur ce territoire, ça risque de ne faire qu'aggraver en fait le conflit, puisque ça enlève encore une perspective d'alternatives ou de dialogue, d'alternatives politiques ou de discours, de négociations politiques par rapport à ce conflit. Les négociations de paix qui se sont poursuivies sous la LND avec les conférences de paix de Panglong n'incluent pas l'AA qui a été qualifiée d'organisation terroriste par les autorités. Et donc, d'un côté, on a des négociations de paix qui excluent cet interlocuteur central, et de l'autre, donc des élections qui n'auront pas lieu sur une bonne partie du territoire de l'État d'Arakan. Comment voyez-vous en fait les perspectives à l'aune de cette décision de la Commission et de ces échéances électorales par rapport à ce conflit? Euh, Moi, je vais prendre la question. C'est vrai que on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure sur la décision de la commission électorale qui révèle une décision extrêmement ambiguë, ambivalente. Euh, on a une situation dans l'État d'Arakan, je pense qu'il faut le rappeler aux auditeurs, qui est une situation de conflit intense. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé des crimes de guerre. 3 candidats de la LND ont été kidnappés tout récemment. Ça a été revendiqué hier par, par l'armée de l'Arakan Army. Mm. Euh, Beaucoup de gens sont confinés. Il y a des tirs d'artillerie. C'est une situation qui, au quotidien, pour les gens, est extrêmement compliquée. Comment organiser une élection dans de telles conditions? Comment demander aux gens d'aller voter alors que potentiellement ils peuvent être la cible d'attaques ou de prise d'otages? Donc c'est une situation, cette décision de la commission électorale, elle ne paraît pas insensée au vu du contexte de guerre dans l'État d'Arakan. Euh, il y a des cantons dans lesquels l'élection a été annulée, étaient des cantons qui étaient fortement marqués par l'implantation des partis arakanais et essentiellement l'Arakan National Party, qui est la force principale arakanaise politique. Et ce parti de l'Arakan se plaint qu'effectivement, elle n'est pas accès au siège, donc pas accès au Parlement, puisque ces cantons qui lui étaient favorables, dans ces cantons qui lui sont favorables, les élections extrêmement faibles
au Parlement en conséquence. Et donc, effectivement, comme vous le disiez un peu plus tôt, la possibilité d'un dialogue politique, de faire émerger ces questions au niveau national, d'engager des tentatives de dialogue, ne serait-ce qu'au Parlement, de façon informelle, on peut imaginer des choses, elles sont annulées par le fait qu'une partie des Arakanais n'aura pas de représentants au Parlement. Il y a un deuxième élément, c'est le fait que dans le sud de l'État de Chine, où le conflit se déroule également, euh, à ma connaissance, les élections se tiennent toujours, alors que pourtant l'intention même que dans le nord de l'État d'Arakan, euh, les militants arakanais disent que c'est parce que potentiellement ces sièges auraient été plus favorables à la LND, donc des sièges qui leur étaient acquis, et donc intérêt pour la LND de poursuivre l'élection dans cette région-là, malgré le conflit, dans le sud de l'État de Chine, malgré le conflit. Voilà. Donc ça reste aussi des interprétations par rapport à des liens politiques et par rapport au manque d'indépendance de la Commission. Ça jette effectivement un petit peu le doute sur chacune de leurs décisions. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une situation de conflit qui est extrêmement intense, extrêmement grave, et envoyer les gens voter dans de telles conditions, ça pose énormément de questions. Voilà. Mmh. Oui, je vous remercie pour ces précisions sur le contexte, parce qu'en effet, enfin, quand on voit les violences qui sont commises et des enfants sont pris pour cible et on parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, donc un contexte qui est, on voit bien, n'est pas propice à la tenue d'élections. Mais effectivement aussi beaucoup de préoccupations sur les conséquences en fait de cette privation de vote. Et on le voit aussi, enfin, par rapport à l'annonce de la commission électorale et cette liste en fait de cantons qui sont privés d'élections. Ça concerne donc pas seulement l'Arakan, mais aussi des cantons dans l'État Kachin, dans l'État Shan. Et on voit que ça fait l'objet de contestations. Pourquoi ce territoire? Pourquoi ce canton? Pas celui-là? Et donc, ce que ça rejoint de ce que vous dites, effectivement, ça crée aussi de la contestation, en fait, sur la légitimité des décisions. Et donc, ça peut être aussi une source d'inquiétude pour l'après par rapport aux résultats et par rapport aux résultats des élections. Comme on aborde la situation dans l'État d'Arakan, Guillaume Pajot, j'avais une question aussi pour vous sur la crise Rohingya, puisque les Rohingyas sont exclus du scrutin. Quelque part, par rapport à ce qui s'est passé ces 5 dernières années, cette exclusion est dans la continuité vraiment de la politique qui est menée à leur encontre, puisque depuis leur exode en 2017, il n'y a eu aucune avancée en termes de reconnaissance de leurs droits. Et donc, cette exclusion était attendue, enfin, c'était dans la continuité. Mais toujours est-il que leur participation aux élections est une recommandation des enquêteurs de l'ONU et que du coup, il y avait quand même une attente par rapport à ça. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'avancée et comment voyez-vous justement les conséquences de cette exclusion lors de ces élections qui approchent? Hmm. Je pense qu'il y a deux choses à rappeler en préambule sur la situation des Rohingyas et le massacre dont ils ont été victimes, et qui est un des faits majeurs de l'histoire birmane de ces 5 dernières années, évidemment. Euh, dans un contexte électoral, les Rohingyas n'ont pour la plupart pas la citoyenneté. Donc effectivement, pas le droit de vote. Cette question de la citoyenneté, elle est essentielle. Finalement, la question du vote, elle est secondaire dans la question plus large de l'accès au droit. Accès à l'éducation, accès à la santé et accès à la citoyenneté. Le vote, finalement, ne devient qu'un élément dans tout ce processus d'exclusion. Voilà. Le deuxième point, c'est que l'extérieur, pour la Birmanie, c'est une question qui est devenue très importante. Euh, Par contre, au niveau national, en termes d'enjeux électoraux, c'est une question qui n'intéresse pas les Birmans. Malheureusement, mais c'est une question sur laquelle les Birmans ne se positionnent pas pour diriger leur vote. Voilà. Donc, quand on regarde les discours de campagne aujourd'hui, depuis le début de la campagne, interreligieuse est même moins présente qu'en 2015. Voilà. Il y avait beaucoup plus de candidats qui jouaient sur ces sujets-là, notamment sur les discriminations envers les musulmans plus largement. Mhm. Aujourd'hui, c'est un aspect qui vraiment dans la campagne est est beaucoup plus discret, je trouve. Et le nationalisme birman, dont on parlait beaucoup autour des moines bouddhistes nationalistes en 2014, et qui s'est fortement atténué
Et c'est peut-être une des rares réussites. Alors, c'est très difficile d'en déterminer les causes, mais en tout cas, on peut se réjouir que ces mots xénophobes et nationalistes soient un peu moins présents dans le débat public aujourd'hui, et notamment dans ces élections. Quand on en parlait il y a quelques années, ce n'était pas le cas. On imaginait qu'ils pouvaient peser fortement en 2020. Je me souviens même avoir interviewé connu de ce mouvement nationaliste et qui aujourd'hui en cavale parce qu'il est recherché et son arrestation est envisagée. Euh, je me souviens l'avoir interviewé, il m'avait dit j'aimerais créer un parti pour les élections de 2020, voilà, une force politique, avoir une incarnation politique. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont plus dans le débat et c'est des gens qui ont largement contribué à la haine contre les Rohingyas, donc, Mhm. du débat public. Sur la question de pourquoi ce dossier n'a pas avancé, on pourrait aussi parler du rapatriement des Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Cette question, effectivement, n'a pas avancé du tout. Et je pense que, comme ce n'est pas un enjeu électoral pour aucun parti, comme il n'y a aucun gain à gagner, à obtenir, c'est une question qui, dès que les élections de 2020, de novembre 2020, se sont précisées là-dessus, et on savait très bien que le rapatriement n'allait pas avancer. Alors peut-être que c'est une question qui, là, peut évoluer après les élections, mais pour l'instant, effectivement, c'est un dossier qui est complètement en jachère, et la question des droits des Rohingyas également. Mhm. Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate, malheureusement, et après il y a eu des avancées sur la documentation, la qualification, enfin les enquêteurs de l'ONU ont caractérisé, une intention génocidaire même, de l'État birman par rapport à cette minorité, donc ce qui fait toute la spécificité de ce dont elle est victime en Birmanie. La Gambie, en décembre dernier, donc, a déposé une requête devant la Cour internationale de justice pour mettre en cause la responsabilité de l'État birman pour violation de la Convention sur le génocide. Et à ce moment, les auditeurs auront peut-être suivi cette audience. Aung San Suu Kyi s'est rendue en personne pour défendre l'État birman, qui a été présenté comme attaqué finalement par l'extérieur et par l'Occident dans le cadre de cette procédure. Et assiste-t-on en fait là à l'approche des élections, même à une instrumentalisation finalement de la crise Rohingya? Et là, je pense à l'annonce de la construction d'un mur en pleine campagne électorale, un mur entre la Birmanie et le Bangladesh, et un discours d'Aung San Suu Kyi en fait très orienté sur la menace des ennemis de l'extérieur, alors qu'ils peuvent désigner tant voilà, l'ARSA, enfin, ces combattants rohingyas qui avaient mené des attaques contre des postes militaires en 2017, entraînant ensuite cette violente répression, mais qui était déjà planifiée. Je pense à l'AA, qualifiée d'organisation, enfin, qui n'est pas de l'extérieur, mais c'est un ennemi, enfin, c'est un ennemi aussi, un ennemi terroriste de l'extérieur. Et donc, les Rohingyas, aussi accusés de répandre le Covid, enfin, il y a eu cette rhétorique par rapport aux Rohingyas. Donc, à l'approche des élections, finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à une aggravation de. Alors, c'est pas dans l'agenda politique, puisque de toute façon, ils sont majoritairement rejetés, mais en même temps, c'est utilisé. Enfin, la crise Rohingya est utilisée pour asseoir en fait aussi un soutien de la population qui majoritairement les rejette. C'est une question en même temps, mais. Je pense que, comme je le disais un petit peu plus tôt, je ne vois pas forcément d'instrumentalisation du sujet. Ce qu'on voit plutôt à l'œuvre, finalement, c'est le nationalisme birman et son expression, Mm. qui se traduit par effectivement des références. Cette référence au mur, Aung San Suu Kyi l'a faite pendant un discours. Il n'a plus jamais été question depuis. Certains candidats ont des petites phrases disant voilà, moi je suis pas musulman, moi je suis pas chinois. Il y a un candidat qui a tenu ces propos-là. Euh, c'est la xénophobie, le racisme, le nationalisme birman qui s'exprime. Mm. Je ne vois pas forcément d'instrumentalisation ou de tentative de persécution au cours de la campagne à travers ça. Mais effectivement, c'est de la xénophobie et c'est quelque chose de très ancré et qu'on pouvait observer dans les discours les années précédentes également. Et c'est des choses dont la LND est aussi partie prenante, malheureusement, en tant que parti qui incarne notamment le nationalisme Bama, l'ethnie majoritaire. Ce sont des références que partage malheureusement le public birman. Mm. Voilà, et c'est des propos qui sont très répandus à la fois dans la sphère politique, mais aussi parmi les citoyens. Mhm.
Oui, en effet, et du coup, c'est ce qui rend très complexe aussi le fait de pouvoir résoudre cette crise Rohingya. Et on voit bien que les élections là, ne sont pas du tout un élément de la résolution de cette crise, qui passera par d'autres voies et sans doute sur le moyen et le long terme, puisqu'à court terme, on ne décèle pas tellement de perspectives, en tout cas pas à l'approche de ces élections, au contraire. Olivier Guillard, j'avais une question par rapport aux minorités, et vous avez évoqué leur situation tout à l'heure, et celle des partis ethniques, et qui peuvent espérer remporter peut-être un peu plus de voix lors de ces élections, parce qu'il y a une diversification de ces partis aussi qui se regroupent en coalition. On a parlé justement de ces coalitions de partis ethniques qui essayent donc de se regrouper pour peser davantage, et aussi d'une tendance qui aurait à ce qu'ils aient des programmes plus voilà, du coup, axés sur des éléments de politique plutôt que sur l'appartenance identitaire ou ethnique. Est-ce que vous voyez des évolutions significatives par rapport à ça, enfin, par rapport à 2015? Alors, surtout, peut-être je vais prendre cette excellente question sur un angle particulier, c'est à savoir, il y a eu une prise de conscience assez tôt, peut-être 18 mois après l'entrée en fonction de ce gouvernement historique de la LND, une prise en compte assez rapide des ethniques en disant, mince, nous avons le sentiment que la LND ne nous écoute pas, nous écoute peu. De la scène nationale, donc ce que représentent une fois encore les populations ethniques au sens large birmane, ne comptent pas. Donc, il y a eu un temps nous avions eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'ethniques, notamment donc dans les régions du Nord et du Nord-Est, dans les Kachin et Shan notamment, et il n'y avait pas une attente déraisonnable quant aux capacités d'écoute, de partage et de mutualisation un petit peu de la gestion des affaires nationales vis-à-vis de la LND. La plupart des ethniques disaient, vous savez, les choses se décident, elles se pensent et elles se mettent en place à partir de Rangoon ou de Népido, à partir d'ici, et il faudra certainement Bref, il n'y avait pas des espérances déraisonnables d'association au pouvoir. Alors pour le coup, au bout de 18 mois et 2 ans, les partis ethniques et les populations ethniques se sont rendus compte qu'on ne parle même pas de leur association au processus de paix, dont une grande partie leur échappe complètement. Les populations ethniques se sont dit, bon, il va falloir certainement non pas tirer un trait, mais faire le deuil de ce qui aurait pu être une coopération fructueuse, entre parenthèses, force ethnique, population aux aspirations démocratiques, tout ça dans un contexte pas d'opposition, mais d'opposition pacifique vis-à-vis des militaires et des partis pro-militaires. Bon, tout ceci a accouché de trop peu de dividendes pour satisfaire les deux côtés, en tous les cas les ethniques, qui se sont, comme vous le disiez, pour certains d'entre eux, il y a eu une floraison de partis ethniques, dont certains recueilleront certainement 0,0002% des voix locales, mais en tous les cas, il y a eu de la création. Il y a eu de la création d'alliances aussi, probablement dans un sens plus de chances au moins d'exister, d'être présent, et puis peut-être de pouvoir capitaliser davantage sur l'issue locale de ce scrutin national. Et une partie d'interlocuteurs que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a à peu près un an à cette période de l'année dans le nord du pays, disaient, écoutez, nous, de toute façon, nous sommes contraints par notre existence de citoyens presque de seconde zone, et dans la définition des affaires nationales et dans la gestion des ressources même locales qui sont les nôtres et qui nous échappent, nous sommes contraints au pragmatisme. Donc, nous ne fermerons pas la porte nécessairement aux grands partis en termes de support, en termes d'assistance éventuellement. Et il m'est arrivé donc de discuter dans certains villages avec des interlocuteurs du CRU, disant, écoutez, nous, pour peu que nous existions, s'il s'agit de s'acoquiner ou de s'adosser à l'USDP, donc pour nos auditeurs, le parti pro-militaire, on va dire, ou en tous les cas, censé accompagner la transition démocratique, mais avec une lecture très militaire ou militaro-militaire des choses. Donc, s'il faut s'adosser à l'USDP, s'il faut s'adosser à donc d'autres formations, donc alternant entre agenda national, régional, une ventilation au cas par cas, très probablement, en fonction de qui pourra récupérer quelle fidélité en échange de quoi, les populations et les partis ethniques vont donc être un élément
peut-être pas un facteur X parce que malheureusement, donc ils vont certainement trop peu peser en définitive sur la totalité des enjeux du scrutin, mais déjà, donc fixer un ratio de quel pourcentage des populations ethniques vont s'adosser à la cause de la LND, quels sont ceux qui vont se positionner en opposition souple ou constructive face à la LND, et quels sont ceux qui vont plutôt se dire, écoutez, nous allons chercher peut-être pas notre salut, mais en tous les cas un peu plus de reconnaissance et de soutien de la part donc de tout ce qui est proche de l'ancienne junte. C'est un des éléments factor X de ces élections, si ce n'est qu'il est fort probable que lorsque l'on combinera toutes ces petites formations locales ou régionales ou étatiques ethniques, elles vont certainement donc grignoter une partie du mécontentement ou de la frustration née de l'exercice du pouvoir par la LND. Ce n'est pas sur les partis, sur l'USDP, qui devrait certainement lui aussi gagner quelques points, probablement par rapport à sa performance très modeste, pour ne pas dire passable, de la frustration du côté ethnique et fort légitimement donc à l'issue de ce scrutin. Parce que leur association directe ou à venir au pouvoir sera encore certainement très en deçà des attentes et très en deçà de ce que pour ambitionner les populations. Une fois encore, population ethnique, c'est un électeur sur 3, c'est un citoyen birman sur 3. Oui, et comme vous le mentionnez aussi, oui, beaucoup de petits partis, une incertitude sur les résultats, enfin les voix que ces partis pourront les sièges que ces partis pourront remporter, et aussi un impact très fort du coup de la crise sanitaire, des restrictions, et aussi beaucoup de questions sur les populations déplacées, privées de vote aussi. Je prends l'exemple de l'État Kachin, où il y a 150 000 Kachines qui, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ne pourront pas voter. Et on retrouve cette configuration dans d'autres régions ethniques, donc ce qui risque d'aboutir au résultat que les élections pourraient ne pas être perçues comme légitimes aussi si une partie importante de ces minorités ne peut pas voter. Donc ça, c'est un enjeu particulier pour les populations issues de minorités ethniques, le déplacement, voire le conflit, et du coup le fait de ne pas pouvoir voter et exprimer sa voix. Et quand bien même il pourrait l'exprimer, alors du coup il y a aussi le cadre institutionnel de la Constitution de 2008 qui fait que de toute façon c'est le parti majoritaire qui quand même mène le là sur la politique intérieure, et que les minorités ethniques dans ce système-là ont du mal à exprimer leurs revendications. Donc on va en revenir finalement à ce texte, cette constitution de 2008, alors pour les auditeurs du coup, qui garantit le pouvoir politique de l'armée. Vous l'avez dit, Olivier Guillard, 25% de sièges au Parlement d'office, 3 ministères clés, la défense, les affaires intérieures, les frontières. Donc du coup, une mainmise encore des militaires. Et c'est dans ce cadre-là que les minorités doivent pouvoir revendiquer davantage de droits d'autonomie. Ça paraît très compliqué, et on voit que la LND n'a pas réussi à passer la réforme de la Constitution de 2008 qu'elle a tenté il y a moins d'un an. C'était déjà dans un contexte de préélection, un peu de dire on essaye de réformer ce texte, mais ce n'est pas possible. Et donc ça reste quand même assez verrouillé, mais bien sûr, on va suivre de près en fait les résultats des élections par rapport à la participation et par rapport à ces voix minoritaires, dans quelle mesure elles pourraient ou non trouver davantage de place. Mais comme vous l'avez évoqué aussi, il y a la question du fait que les partis ethniques ne sont pas associés aux négociations de paix. Finalement, on a une configuration dans le pays où les négociations de paix se font entre l'armée, le gouvernement et des organisations ethniques armées, ce qui laisse finalement aussi peu de poids politique à ces partis ethniques. Et ça, c'est aussi, enfin, CEPAS, une organisation de la société civile, qui pointait aussi ce dysfonctionnement dans le pays, qui fait que aussi ça laisse peu de perspectives à ce que ces partis aient un réel poids. Enfin, ils sont exclus des négociations aussi de paix. Voilà, donc du coup, par rapport à l'approche des élections, peut-être peu de perspectives de changement dans le cadre tel qu'il existe. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce point, Olivier Guillard, ou si on passe au dernier thème qui concerne les relations internationales.
Non, non, je vous en prie, Sophie. D'accord. Bah, du coup, oui, le dernier thème pour conclure, parce qu'il est important aussi, c'est l'environnement international de la Birmanie, ses alliés. Notamment, je voulais commencer par le rôle de la Chine, parce que depuis l'arrivée au pouvoir de la LND, la Chine a multiplié les rencontres avec la LND qui était au pouvoir, le parti de pouvoir, et a multiplié aussi les invitations de délégations, d'officiels, de membres de la société civile en Chine, enfin vraiment à déployer le grand jeu quelque part par rapport aussi à des intérêts économiques du coup très importants et géostratégiques dans la région. Olivier Guillard, que pouvez-vous nous dire du coup du rôle de la Chine à l'approche de ces élections? On a vu des officiels chinois qui se sont récemment rendus en Birmanie, là, il y a quelques semaines. Voilà, quel est leur rôle et quels sont leurs intérêts en Birmanie actuellement? Vous avez raison d'évoquer la présence ou l'omniprésence ou l'hypervisibilité des Chinois dans le décorum birman contemporain, pas uniquement au niveau économique, mais également au niveau politique. Il est vrai que les représentants de Pékin donc, se sont affairés d'une manière de plus en plus, entre guillemets, à leur aise, puisqu'en définitive, on est revenu pratiquement depuis 3 ans dans un scénario qui était un scénario auquel les Chinois euh, post, on va dire, embargo de la Birmanie. Donc, à savoir une sorte de tête-à-tête pratiquement en tout confort entre les autorités birmanes et les autorités chinoises. Donc, pour le coup, débarrassé de cette encombrante présence occidentale, qui était le lot de la Birmanie depuis, par bonheur, mais malheureusement de manière trop courte, donc lors de la décennie écoulée. Donc les Chinois sont venus, vous avez raison de l'avoir signalé, parce qu'ils étaient d'une manière tellement voyante qu'on se serait plutôt cru de l'autre côté, donc dans l'hémisphère ouest, plutôt qu'en Asie. Le verdict des urnes, si les élections sont organisées aux dates convenues, la Chine avait des intérêts, qu'il s'agissait des intérêts économiques importants, en contrepartie notamment donc, de ce soutien diplomatique dont profitent les autorités birmanes depuis l'été 2017, pour nos auditeurs, depuis l'été 2017 et la crise en Arakan, et donc cette tragédie soufferte par les Rohingyas, les autorités civiles et militaires birmanes sont stigmatisées, à juste titre probablement, donc, notamment en Occident, dans toutes les capitales occidentales, européennes et nord-américaines, et diplomatique ou le soutien, la bouffée d'oxygène diplomatique, mais également économique et commerciale de la Birmanie repose avant tout désormais, pour ne pas dire quasi exclusivement, sur les bonnes relations de la Birmanie avec l'Asie proche, la Chine, l'Inde, et avec l'Asie un peu plus lointaine et généreuse, la Corée du Sud, le Japon notamment. On en oublie, et la Thaïlande. Mais donc la Chine est venue rappeler récemment qu'elle avait des intérêts, qu'il s'agissait de mener, entre guillemets, à peu près le plus convenablement possible à ces résultats, à ces élections, et quel que soit le résultat, que les intérêts économiques de la Chine, dans le domaine énergétique, dans le domaine du financement des infrastructures, donc portuaires, aéroportuaires, routières, devaient être, entre guillemets, si possible, engagées un petit peu plus fortement qu'elles ne l'ont été depuis 2 ans, puisque vous savez, donc la Chine a un ambitieux projet quasiment global de reconstruction des nouvelles routes de la soie, pour faire relativement simple, recréer donc un flux entre l'ex-empire du milieu et le reste du monde, et notamment à travers l'Asie, auquel est directement associée la Birmanie. La Birmanie fait partie intégrante de ce puzzle de redéveloppement autour des velléités d'exportation et de construction chinoise, et la Chine a investi énormément d'argent et a financé quantité de choses à des donc, souhaiterait voir ces projets avancer un petit peu plus vite avec un petit peu moins de heurts que c'était le cas depuis 2 ans. Les autorités birmanes ont bien reçu le message. Certaines d'entre elles, vous évoquez la LND, les militaires aussi se rendent assez régulièrement à Pékin pour entendre la bonne parole, à savoir beaucoup de choses se déroulent en Chine qui sont contraires ou pas à nos intérêts. La poursuite de la guerre civile, des affrontements entre l'armée régulière et divers groupes ethniques armés n'est pas toujours du goût de Pékin, qui est aussi impliqué dans le processus de paix, mais également dans un certain soutien à certains groupes ethniques armés, ce qui
fait qu'ils sont un petit peu juges, partis et pompiers et pyromanes en même temps dans ces logiques un petit peu conflictuelles, complexes. En tous les cas, la Chine se montre très présente. Elle n'est pas contestée, entre guillemets, ni au niveau officiel du fait de cette présence dont profitent la Birmanie et les autorités. Il en va différemment de diplomatique et un flux commercial et d'investissement important, mais l'image de la Chine dans ce pays est une image assez euh, désagréable ou négative, même si elle se polie un petit peu depuis quelques années. Les investisseurs chinois ont longtemps n'ont pas respecté ni la loi, ni le droit, ni le bon sens, et ont méprisé quantité d'intérêts locaux. Ils se sont employés donc, depuis un petit quinquennat à être un petit peu moins brutaux et un peu plus subtils, ce qui ne gâche rien. Mais en tous les cas, s'il est une nation extérieure qui était visible euh, volontairement à tous les points de vue dans cette perspective préélectorale, c'est effectivement Pékin, en s'y prenant d'une manière suffisamment claire pour ne pas être que subliminale. Oui, et effectivement, par rapport à la présence de la Chine, on voit aussi que enfin, certaines populations minoritaires, notamment, s'opposent à certains projets portés par la Chine. On pense au barrage de Myitsone qui a été suspendu il y a déjà longtemps suite à l'opposition de la population dans l'État Kachin. Et là, ça redevient un argument de campagne pour une coalition de partis ethniques qui demande la suspension de ce barrage. Donc, on voit aussi que la LND, dans ses relations avec la Chine, doit aussi composer avec une opinion, et pas seulement au sein des minorités, mais finalement assez hostile par rapport à ces projets économiques chinois et à l'impact dévastateur qu'ils ont pour les populations, puisque finalement, ils ne bénéficient pas à celles-ci. Et donc, ça, c'est aussi une donnée qui n'est pas forcément très, très visible, mais si ce n'est dans les mobilisations de la société civile et qui n'est pas forcément beaucoup relayée, mais qui est bien présente, et y compris dans la campagne. Complètement. Oui. Et en fait, oui, on a parlé de la Chine parce qu'effectivement, c'est le partenaire de premier plan de la Birmanie. Et maintenant, Guillaume Pajot, je voulais aborder avec vous la position de la communauté internationale occidentale, enfin, la France, l'Union européenne, l'ONU à l'approche, et l'ONU plus largement à l'approche de ces élections. Euh, on n'a pas vu beaucoup de communiqués ou de positions officielles sur ces élections. On voit l'ONU, le rapporteur spécial de l'ONU notamment, exprimer des craintes par rapport à la capacité de la Birmanie à mener des élections transparentes et équitables, par rapport à des appréhensions sur les personnes qui sont privées de vote, notamment les Rohingyas, des restrictions à la liberté d'expression, un espace démocratique qui se restreint, mais très peu de prise de position officielle. Mais que pouvez-vous nous dire justement sur la position actuelle de la communauté internationale à l'approche de ces élections? C'est une question à laquelle, pour être honnête, il est assez difficile de répondre, si ce n'est effectivement en se basant sur les éléments de communication et de surface des différents. En ce qui concerne l'ONU et l'Union européenne, on est quand même sur une stratégie d'engagement qui continue avec la Birmanie, et les élections, comme celle de 2015, sont un moment d'engagement fort. Il y a quelques jours, l'Union européenne a tenu un dialogue avec la Birmanie, on a eu le compte-rendu de ce dialogue. Le message de ce dialogue, c'est soutien à la transition. Alors, il y a une croyance je dis croyance parce que depuis 5 ans, cette transition, comme l'expliquait très bien en préambule Olivier Guillard, c'est une transition entre le fort et le faible qui reste sur des bases, effectivement, qu'on connaissait autrefois en Birmanie. Il y a une croyance, une foi en la transition qui était très très forte en 2015, qui je pense est un petit peu moins forte aujourd'hui, mais qui continue. Voilà. Euh, et le mot de transition, il est répété, répété. Alors qu'est-ce que ça veut dire transition? C'est extrêmement flou. On peut mettre des tas de choses derrière, hein. Ça peut être radical comme ça peut être cosmétique. Mais
La stratégie, le mot-clé, je pense, c'est engagement. L'Union européenne n'a pas lâché la Birmanie pour ces élections. Ils vont envoyer quelques observateurs malgré les conditions sanitaires difficiles. Et l'ONU de la même façon. Donc je pense que le moment des élections, c'est aussi un moment qui, pour les acteurs internationaux, de réaffirmer en quelque sorte leur position sur le terrain aussi, de dire on est avec vous, on veut que ça se passe bien. Voilà. Alors à tort ou à raison, ça c'est une autre question, mais en tout cas, le mot-clé, je pense, c'est engagement. Ouais. Oui, alors enfin, en effet, c'est vrai que par rapport à l'approche de ces élections, vu que le bilan de la LND était, enfin, est euh, plus que mitigé sur la situation des droits humains et des positionnements voilà, qui ne sont peut-être pas, enfin, en tout cas certainement pas ceux attendus d'un régime enfin, démocratique respectueux de certaines valeurs. Enfin, on a pu noter enfin, une caractérisation justement de cette transition démocratique qui, selon les enquêteurs de l'ONU, était à l'arrêt ou voire se rétrécissait. Mais enfin, toujours est-il, comme vous le dites, que le choix est de soutenir la transition démocratique en cours, le gouvernement de la LND face à l'armée. Donc ce choix, il persiste, mais il devient peut-être plus difficile au fil des ans. Le fil est ténu et du coup, le moment des élections, c'était aussi une opportunité pour dire voilà, il faut soutenir ce processus électoral parce que la tenue d'élections, c'est un élément important et il faut que ces élections puissent se tenir dans des bonnes conditions. Et c'est là peut-être justement que des craintes peuvent s'exprimer puisque les conditions ne sont pas forcément très satisfaisantes, alors sous l'angle des restrictions liées à la crise sanitaire, mais aussi du climat préélectoral. Donc la communauté internationale est sans doute dans l'expectative de voir comment le scrutin va se dérouler et comment ça se passera dans les mois, dans les semaines qui viennent. Peut-être un dernier point, ça rejoint le positionnement enfin de la communauté internationale, mais pour le coup là, de l'Union européenne. On a entendu parler récemment d'une application en fait, qui a été développée par la commission électorale et dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne et en fait, qui vise à permettre aux électeurs birmans d'avoir des informations sur les candidats en lice. Et donc, dans cette application, il y a la définition enfin, de l'appartenance ethnique du candidat et de ses parents. Et donc, dans cette application, deux candidats Rohingyas notamment qui étaient désignés par le terme de Bengali et qui en Birmanie est notoirement péjoratif et à l'image en fait de la persécution et du déni d'identité dont ils sont victimes en Birmanie. Et suite à ça, en fait, l'Union européenne a déploré qu'elle n'ait pas été informée de ces mentions discriminatoires. Mais je voulais vous demander, Guillaume Pajot, si justement, enfin, cette affaire n'était pas un peu emblématique aussi d'une faiblesse de positionnement, de choses que l'Union européenne laisse passer dans ses négociations et son soutien à la transition démocratique, puisqu'on en vient à financer une application de cet ordre qui fige les identités et qui ne correspond pas à nos normes démocratiques. Effectivement, apparemment, c'est un engagement qui est sans condition. En tout cas, ce sont des conditions qui ne sont pas connues du public. Donc, je pense aussi que par rapport à cette affaire qui est spécifique de l'application, avoir une application pour informer les électeurs, c'est plutôt une bonne chose. Après, l'Union européenne aurait dû, et je pense que c'est le cas malheureusement dans pas mal de dossiers, aurait dû faire un travail plus fouillé. Quand on soutient une application dans un contexte birman, qu'on sait que l'appartenance ethnique ou la religion peut être mentionnée sur les candidats, il faut aller voir derrière à quoi ressemble cette application et, et s'assurer qu'elle respecte effectivement des critères démocratiques. Je pense qu'il y a un travail d'étude, de contrôle, sans parler d'un contrôle drastique. En l'occurrence, à mener, je pense, quand on veut s'engager, de contrôle, de vérification, de recherche, parce que la Birmanie reste un terrain compliqué. Je pense que c'est valable aussi pour des tas d'acteurs, les acteurs économiques, les acteurs politiques qui voudraient s'engager en Birmanie. Ça nécessite un travail derrière d'études, de vérification et de contrôle. Et sur cette application, apparemment, ce travail n'avait pas été mené.
Donc effectivement, quand on délivre des fonds, il faut s'assurer qu'ensuite, ce dans quoi est investi l'argent puisse servir effectivement à l'élection et à un débat démocratique, pluraliste et objectif. Oui, en effet et puis rectifier le tir une fois parce que ça peut être aussi on peut supposer que ce soit une absence d'information, enfin que ce soit fait après que l'Union européenne découvre après coup, enfin pourquoi pas cette application, mais dans ces cas-là, peser pour que ces mentions soient retirées et si j'évoque ça, c'est aussi parce que, finalement la communauté internationale a quand même fait le choix aussi quand elle s'adresse aux autorités du pays, de ne pas nommer les Rohingyas, par leur nom et donc beaucoup disent qu'effectivement ça participe aussi du déni d'identité, mais on est en effet sur un terrain, très complexe par rapport à cette situation. Je vois que l'heure tourne et on a déjà dépassé la durée du débat. On pourrait encore parler très longtemps de la Birmanie, mais le temps nous est compté. Peut-être en conclusion, Guillaume Pajot, revenir avec vous sur l'impossibilité que nous avons de nous rendre en Birmanie cette année pour couvrir les élections. Info Birmanie, on ne pourra pas se rendre en Birmanie alors qu'on y était en 2015. Les journalistes ne peuvent pas se déplacer, les observateurs internationaux sont limités. Quel sera le suivi du déroulement de ces élections dans ce contexte? Est-ce une source d'inquiétude majeure pour les observateurs? Ça va être très difficile de couvrir l'élection, d'envoyer des observateurs. Il y avait vraiment énormément d'observateurs pour les élections de 2015 et je pense, quand je dis observateurs, je pense à observateurs internationaux et journalistes inclus. Je pense que ça avait participé à la bonne tenue du scrutin. Le fait de pouvoir aller dans les bureaux de vote, voir comment se comportent les gens, se comportent les assesseurs, le fait qu'il y ait un regard extérieur. Je me souviens qu'en 2015, il y avait aussi des affaires de mauvaises inscriptions sur les listes, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être remontées très vite et être corrigées ou trouver des solutions. Voilà. Et ça donne la mesure on va dire, de la valeur du scrutin. Cette année, ce sera beaucoup plus difficile à mesurer. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le moindre événement, le moindre incident peut très vite avoir un petit peu à une élection à huis clos euh, à cause du virus essentiellement, hein, et des mesures qui doivent être prises pour l'enrayer. Euh, je pense que ça va peser, c'est sûr. Ça va peser sur effectivement la qualité de ce scrutin et, et la façon dont on le jugera ensuite. Voilà, ça va poser vraiment beaucoup de questions. Après, ça ne veut pas dire que le scrutin ne peut pas se tenir dans de bonnes conditions, mais c'est vrai que tous les appels à repousser le scrutin ont été disons que le gouvernement LND a fait vraiment la sourde oreille et a très vite dit on ne repoussera pas le scrutin, il n'y a pas eu de débat là-dessus, même de quelques semaines. Le virus est, comme le disait Olivier Guillard, en train de monter en puissance en Birmanie, vraiment de semaine en semaine. Énormément d'incertitudes et très peu de regard sur le terrain pour jauger l'impact de ces incertitudes et de ces aléas. Donc vraiment, je pense il y a pas mal d'inquiétudes à pas mal de niveaux et beaucoup de points d'interrogation qui restent suspendus autour de cette élection. Ouais. Oui, bien en effet, et puis accentué par les retours qu'on a du terrain avec justement ces journalistes qui ne peuvent pas se déplacer, et puis aussi un des organismes qui suit maintenant les élections passe, mais qui il y a un mois ou un peu plus d'un mois avait été interdit de suivre les élections et la commission électorale a changé à la dernière minute de position, mais du coup oui, ça fait que les observateurs sur place aussi sont contraints et que du coup on sera amené à suivre les élections du mieux qu'on peut, mais dans un contexte qui n'est pas facile et qui risque aussi d'entraîner des questions de légitimité. Enfin, on les voit déjà un peu, ces questions potentielles de légitimité du résultat ou de contestation sur certains points. Mais bon, à voir, on suivra le scrutin pour voir comment les choses évoluent au moment des élections. Et le mot de la fin, peut-être Olivier Guillard, puisque vous aviez en 2009 publié un ouvrage de prospective sur la Birmanie de 2020. Et nous y sommes. Et donc, du coup, quel est votre regard sur cette transition amorcée depuis 2011 ?
et ces défis à la veille de ce scrutin. Pour ne certainement pas non plus peser sur les ventes de trop ennuyer non plus nos éditeurs. Je pense que si je devais, à titre de modeste observateur des questions birmanes depuis un peu plus d'un quart de siècle, si je devais jauger un petit peu cette période, je dirais on a eu entre le moment de la rédaction, la publication pardon, de cet ouvrage et le moment où nous discutons ce matin, il y a eu certainement une phase d'espérance, où l'on pouvait croire que l'armée birmane toute puissante avait pris la mesure d'une entrée et d'une avancée dans le XXIe siècle conforme aux intérêts de sa population et qu'elle s'y prendra à peu près. On se doutait bien que les choses ne seraient pas faciles, ne seraient pas totalement données ni gratuites. On pensait qu'elle le ferait avec un peu plus de générosité. Et donc une phase d'espoir. Il y a eu ce retour de la dame dans le jeu politique véritable, sa remise en liberté, les espérances, les débordances, le côté de l'espoir de la population birmane en des lendemains meilleurs. Et à cette phase, on va dire, ascendante, a suivi depuis lors, malheureusement noyée également par la crise en Arakan, une sorte de désillusion collective menant à donc un sentiment d'opportunité certainement donc un peu gâché, galvaudé, ou en tous les cas d'une sorte de chemin sur lequel on s'orientait avec de l'allant, et en définitive on se perd en route sur des itinéraires un petit peu plus tortueux et un peu moins profitables pour la population. Donc la partie n'est pas perdue, naturellement, donc le cours de l'histoire moderne birmane reste à écrire. Une partie, on n'est pas au milieu du chemin, on est engagé sur un itinéraire qui sera encore long et ardu. Ces élections peuvent jalonner d'une manière plus ou moins positive ce long chemin qui reste à faire, mais une fois encore, il va falloir donner du temps à la Birmanie pour l'avoir certainement, aux Birmans eux-mêmes déjà, bien entendu, en priorité, pour qu'elle atteigne donc ce à quoi elle aspire, à savoir donc un fonctionnement d'État moderne normal, apuré des excès donc d'une caste des militaires omnipotente, dans un environnement où progressivement on peut penser que la gouvernance va quitter de mauvais réflexes pour essayer de s'inspirer de ce qui se fait, peut-être pas dans le pourtour immédiat de la Birmanie, un peu plus loin, peut-être par exemple à Singapour, donc qui a un regard particulier sur les questions birmanes aujourd'hui encore, mais donnons le temps encore à cette Birmanie. Et une fois encore, c'était le propos que nous avions il y a déjà 5 ans quand avait lieu ces élections, et plus encore il y a 10 ans lorsque l'on s'avisait d'écrire sur le sujet, en disant que l'évolution vers une Birmanie à une Birmanie future meilleure prendra beaucoup plus de temps que ce à quoi nous avons coutume aujourd'hui d'aspirer en Occident. La Birmanie idéale n'est pas pour 2020, n'est pas encore pour 2025. C'est ce qui peut nous donner peut-être l'occasion de rédiger à nouveau un ouvrage avec un regard prospectif sur la Birmanie de 2030, mais il va encore donner du temps à la Birmanie et accepter un niveau de frustration certainement encore assez important par rapport à ce que l'on aimerait être. C'est d'ailleurs le propos de nombre de Birmans encore aujourd'hui. Oui, oui, et beaucoup de Birmans, enfin de Birmans vont voter, un peu dans cet état d'esprit, en effet. Enfin, voilà, dans le désenchantement et en même temps en devant, voter quoi qu'il en soit et en espérant que, sur le plus long terme, des changements positifs puissent, survenir dans un environnement quand même assez adverse. Guillaume Pajot, vous souhaitiez, enfin, préciser un élément, en conclusion ou? Non, je crois que c'est clair. Ouais. C'est un livre que j'ai à la maison, Birmanie 2020. Merci Guillaume, merci beaucoup. Bon, Donc bah, il est dans ma bibliothèque depuis un certain temps déjà. bien, nous resterons, sur cette note alors et merci encore à vous 2 d'avoir, consacré ce temps à ce débat et nous continuerons, tous, respectivement à suivre la situation en Birmanie et ces élections, prévues a priori pour le 8 novembre. Merci beaucoup. Merci. Merci.